se préparer collectivement aux catastrophes et sera présenté en français. Donc, selon les projections, l'été 2024 sera propice à des situations d'urgence d'une gravité sans précédent partout au Canada. Donc, c'est pourquoi la Croix-Rouge canadienne a créé une série de webinaires sur la présentation aux catastrophes afin d'aider les personnes et les communautés à mieux se préparer aux événements perturbateurs et accroître leur résilience et à intervenir en cas de catastrophe. Donc, nous avons organisé des séances d'apprentissage en français et en anglais tout au long de l'été. Vous pouvez également utiliser le code QR qui apparaît sur votre écran pour accéder à notre site Web et vous inscrire à nos différents programmes. Nous afficherons également l'adresse de la page Web sur la fenêtre de clavardage. Donc, avant de commencer la séance, j'aimerais vous en présenter le fonctionnement. Donc, le webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera envoyé à toutes les personnes qui y seront inscrites. Le webinaire, en cliquant sur l'icône du sous-titrage dans le panneau de commande de l'application Zoom, vous pouvez consulter des sous-titres en français ou en anglais pendant votre visionnement. Si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la fenêtre de clavardage qui se trouve dans le panneau de commande en bas de l'écran. Et nous vous enforcerons d'y répondre lors de la séance de questions à la fin du webinaire. Un questionnaire de rétroaction apparaîtra dans votre navigateur une fois que vous aurez quitté le webinaire. Celui-ci vous permettra de recueillir vos commentaires sur la séance et nous vous remercions de bien vouloir y participer. Donc, des trousses présentant le contenu titré des webinaires de la présentation série sera disponible sur le site de la Croix-Rouge canadienne au cours de tout l'été et tout comme la présentation de PowerPoint qui vous sera été présentée aujourd'hui. Donc, vous pouvez envoyer vos questions sur le sujet abordé aujourd'hui à l'adresse rrr@commercialcroixrouge.ca. Donc, avant de commencer le webinaire, nous aimerions faire une reconnaissance territoriale. Je vous rejoins aujourd'hui des territoires traditionnels non cédés des Mohawks, aussi connus sous le nom de Montréal, Québec. Nous reconnaissons qu'ici, à la Croix-Rouge canadienne, une grande partie de notre travail au Canada se fait sur les territoires traditionnels issus de traités et non cédés qui habitent de nombreux peuples des Premières Nations, des Métis et Inuits. Donc, nous vous encourageons à partager votre reconnaissance du territoire spécifique pour votre localité dans le clavardage. Donc, j'aimerais maintenant vous présenter vos animatrices, Sarah Chan et Rima. Donc, bienvenue. Oui, merci Sonia. Petite présentation, dans le fond, moi, je m'appelle Sarah Chan. Je suis coordonnatrice santé mentale, bien-être, environnement sécuritaire. J'ai commencé à la Croix-Rouge il y a environ un peu plus de 3 ans. J'ai commencé intervenante en bien-être, environnement sécuritaire, puis j'ai commencé dans des opérations là, en lien avec la COVID-19. Ah, Rima, on t'entend pas. Rima, si tu veux, est-ce que tu veux comme te présenter dans le chat? Comme ça, le temps que tu trouves ton son, je vais commencer la présentation. C'est correct pour toi? C'est bon. J'ai partagé mon écran. Est-ce que ça fonctionne? OK, merci.
Oui, donc lors du jour, on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce qu'une perte significative et qu'est-ce que le deuil. En quoi le deuil, la distinction un petit peu entre le deuil et la perte. On va voir aussi le type de deuil et leurs manifestations. Et on va voir aussi comment on peut s'entraider là, quand on fait face à un deuil. Et si nous reste du temps, on va aussi avoir une séance de questions. Donc, on voudrait peut-être commencer en abordant la perte et le deuil en posant une question. Donc, soyez libres, les gens là, qui veulent partager vos réponses là, dans la zone de clavardage. Mais on pourrait se demander avant quelles sont les pertes significatives que peut vivre un individu ou une communauté. Ici aussi, quand on parle là, de pertes significatives, c'est c'est comme une forme de perte, mais qui a un impact profond et durable sur la vie de la personne. Donc, elle va souvent là, toucher des aspects essentiels de l'identité, de la stabilité émotionnelle ou du quotidien de l'individu. Quelques exemples qu'on pourrait nommer, ça serait des pertes de personnes. Donc, on parle de famille ou de proches. On va aussi, quand on va parler en situation d'urgence, on va parler de pertes matérielles. Donc, peut-être des maisons, des bâtiments. Ça va inclure aussi des pertes d'habitudes quotidiennes qui va favoriser notre santé et notre bien-être. Fait que peut-être de perdre, de ne plus pouvoir exercer les activités qu'on aime. On peut aussi parler de perte d'animaux de compagnie. Euh, on peut parler de perte sociale aussi quand on perd un être cher, ben aussi on perd un lien, un réseau social avec les autres. Comme j'ai dit, un petit peu perte de lieu matériel, non seulement, mais aussi perte de lieu non significatif, peut-être un endroit où est-ce qu'on allait pour pratiquer nos activités spirituelles, culturelles, qui peuvent être favorables à la guérison. Quand on parle de perte de lieu aussi, il peut avoir une perte de... Le lieu, c'est aussi, en fait, le sentiment d'attachement qui est important, qui peut avoir une très grande signification. Donc, c'est de garder en tête que le lieu représente aussi des souvenirs. Euh, Par exemple, le quartier où j'ai grandi, le parc où je jouais quand j'étais tout petit. Oui, donc, qu'est-ce qu'une perte significative? Là, ça résume un petit peu qu'est-ce que je viens de vous dire, un petit peu les éléments qu'on avait nommés. Puis une perte significative, là, c'est une forme de perte qui a un impact beaucoup plus profond et durable sur l'individu, qui affecte aussi de nombreux aspects de sa vie. Alors qu'une perte bien potentiellement dérangeante, là, une perte, une simple perte, disons, là, ça n'entraîne pas nécessairement là, de changements aussi marquants ou durables qu'une perte significative. Donc, la perte significative, là, ça peut également inclure la perte de liberté ou de nos capacités. Donc, on peut parler de liberté de capacité à nous déplacer, à apprendre, à travailler, à satisfaire nos besoins fondamentaux, à aider les autres, à être créatif et à nous exprimer, puis à être à l'abri du danger et à prendre des décisions. Par exemple, un tremblement de terre, un incendie, une inondation ou un conflit violent, là, ça peut affecter toutes ces manières de vivre notre liberté. Puis l'impact est considérable, puis ça se poursuit pendant des années. Donc maintenant, on peut voir ensemble qu'est-ce que le deuil. Le deuil, c'est une expérience d'abord universelle, commune à toutes les cultures ou à toutes les sociétés. Chaque individu, là, indépendamment de son origine ou de son contexte culturel, va vivre un jour là, une forme de deuil. Ça peut être la perte d'un proche ou la perte d'un emploi ou autres là, éléments qui peuvent être significatifs là, pour la personne. Le deuil, c'est un processus naturel aussi. C'est comme une sorte de réponse innée à la perte. Fait qu'on peut voir le deuil comme étant un mécanisme de survie
vont évoluer, là, qui aident les individus à s'adapter à la nouvelle réalité. Puis la nouvelle réalité, là, étant de vivre sans la perte significative. Ce processus naturel, là, nous aide à gérer, à surmonter justement la douleur émotionnelle qui peut être associée à la perte. Et le deuil, comme je viens de le dire, c'est douloureux. La douleur du deuil peut inclure là, des sentiments intenses. On peut avoir de la tristesse, du désespoir, de la colère, même de la culpabilité parfois. Puis ces émotions-là sont normales, puis ils font partie du processus du deuil. Euh, Bien que douloureux, là, la douleur émotionnelle et physique associée au deuil sont une composante essentielle là, du processus de guérison. Donc, on peut regarder un petit peu plus là, ce qu'est le deuil. Donc, en résumé, le deuil, c'est un processus émotionnel et psychologique que traverse une personne après une perte significative. Comme on l'a déjà mentionné, le deuil est naturel. D'ailleurs, c'est aussi une expérience vécue par de nombreux animaux sociaux. Bien que la manifestation du deuil est différente de celle des êtres humains, là, les chercheurs sur le comportement animal ont révélé que plusieurs espèces sociales, comme les éléphants, les chimpanzés, les dauphins, puis même certains oiseaux, là, montrent des signes de deuil lorsqu'elles perdent là, un membre de leur groupe. Fait que cette manifestation du deuil là, chez les animaux sociaux montre que le deuil n'est pas uniquement une expérience humaine, mais c'est un phénomène là, qui traverse les espèces sociales. Euh, Ces observations-là aussi, ça vient renforcer l'idée que le deuil, c'est un processus naturel, profondément enraciné dans la nature sociale des espèces qui dépendent de leurs relations pour survivre, comme nous. Le deuil, c'est aussi le résultat de la perte d'une ou de plusieurs relations avec d'autres personnes. Donc, comme mentionné un peu plus tôt, donc oui, le deuil, c'est la perte de l'être cher, mais c'est aussi la perte d'une relation, d'un lien social avec la personne. Aussi, la nature de la relation perdue peut venir là, influencer justement la profondeur et la durée du deuil. C'est aussi une épreuve vécue par des individus, par des groupes, des communautés puis des nations qui partagent l'expérience d'une perte accablante. Le deuil n'est pas seulement une expérience individuelle, mais il peut être partagé aussi par des groupes, des communautés, voire des nations entières. Fait que le deuil peut également être vécu à travers des générations, des communautés là, ayant subi, par exemple, des oppressions. Ces communautés là, peuvent porter un deuil intergénérationnel qui affecte leur identité collective et leur mémoire culturelle. Puis ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, là, les réactions face au deuil varient considérablement, tant au niveau individuel que collectif. Ces réactions peuvent être influencées là, par des facteurs culturels, sociaux et psychologiques. Tout comme le deuil, dans le fond, tout comme le deuil, oui, la perte est également naturelle. C'est un changement qui ne peut être rétabli. Les pertes majeures ne peuvent être annulées ou restaurées. Ça force aussi les individus à réorganiser leur vie en fonction de cette nouvelle réalité. Tout comme le deuil, la perte, c'est aussi une expérience que peut vivre, qui peut être vécue individuellement ou collectivement. En résumé, la différence entre les deux, c'est que la perte significative, c'est l'événement déclencheur, tandis que le deuil, c'est le processus d'adaptation émotionnelle et psychologique qui suit la perte. Ensuite, les pertes significatives là, sont souvent complexes, quel que soit le type de perte. Je tiens à dire ça avant qu'on aille dans les trois types de pertes. Puis aussi, le but de classifier là, les types de pertes comme ça en trois catégories, c'est simplement pour simplifier une expérience qui reste complexe dans la mesure du possible. Fait que je voudrais pas réduire les pertes à trois catégories, mais comme je vous dis, c'est vraiment juste pour simplifier un petit peu quelque chose qui peut être assez complexe. Puis les trois catégories sont pas distinctes, là. Ils peuvent s'entremêler puis se chevaucher. Donc, la première perte, ça serait la perte soudaine, comme son nom l'indique, c'est soudain, c'est rapide, c'est souvent une surprise, même un choc. Si elle survient souvent sans avertissement, personne n'a eu le temps de se préparer. Par exemple, on peut penser à un tsunami ou un tremblement de terre.
Les réactions émotionnelles à une perte soudaine, là, ça peut inclure un choc profond, de la douleur intense, un sentiment aussi de désorientation. Le processus de deuil peut être aussi abrupt et intense parce qu'il n'y a pas eu de préparation ou de période de transition là, avant la perte. On parle aussi de perte ambiguë, donc ce type de perte est caractérisé par une incertitude quant à l'état de la personne ou de la situation perdue. Comme par exemple quand un proche est porté disparu, euh, quand une personne souffre d'une maladie dégénérative qui altère son état, sa façon progressive, comme par exemple la maladie de l'Alzheimer. Autrement dit, là, la perte est moins définie, on est un peu plus dans le flou. Autre exemple, là, ça peut également s'agir d'une perte qui survient lorsqu'un membre de la famille consomme des substances, lorsqu'il est comme pris dans un cycle de consommation et de sevrage. La personne est comme physiquement présente, mais on n'a comme peut-être pas l'impression qu'elle est là, dans le sens qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une personne différente ou que son comportement change. Euh, et un autre exemple, là, dans un contexte de guerre, là, lorsqu'on retrouve pas les corps aussi, ça peut être une perte ambiguë. En bref, là, avec la perte ambiguë, il est difficile de retrouver la personne dans son intégralité, puis c'est très douloureux. La réaction émotionnelle de la perte ambiguë peut entraîner une difficulté à faire le deuil, car il y a souvent un manque de clôture, disons, euh, parce qu'on est toujours dans l'incertitude. Ça peut engendrer aussi des sentiments de confusion, de l'incertitude, du stress. Et encore une fois, c'est à cause que c'est difficile de trouver une résolution ou un sentiment de finalité. On peut aussi avoir des pertes cumulées, donc ce type de perte se réfère à une accumulation de petites pertes ou de pertes multiples là, qui se produit sur une période de temps. Euh, Par exemple, les personnes qui ont subi des préjudices ou des violences historiques là, qui vivent dans des sociétés où le cadre juridique, économique, social continue de les exclure, ben ça entraîne des couches de préjudices puis une accumulation de pertes en tant qu'individu, de communauté et de nation. Autre exemple, ça peut inclure là, des pertes liées à des changements de vie successifs, comme la perte d'un emploi, un déménagement, plus j'ai perdu mes voisins, je suis plus avec mes voisins, en lien avec mes voisins avec qui je m'entendais bien, donc une perte de relation importante. L'impact émotionnel sur les pertes cumulées, ben, ça peut amener un épuisement émotionnel, un sentiment de surcharge aussi, parce que chaque perte individuelle, ça peut sembler gérable, mais quand on combine toutes ces pertes-là, elles peuvent comme créer un poids émotionnel significatif qui, ça peut rendre le processus de deuil complexe et prolongé. Je rappelle que le fait de catégoriser, là, c'est une manière de simplifier quelque chose de complexe. Puis les pertes doivent pas être nécessairement correspondre à une catégorie ou une autre. Euh, et les pertes là peuvent subvenir et inclure tous ces éléments-là. On peut passer maintenant, on vient de voir le type de perte, à comment qu'on peut reconnaître les types de pertes. Donc, question encore, là, n'hésitez pas d'écrire dans le clavardage vos réponses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais comment peut-on savoir là, qu'une personne ou une communauté est en deuil? Il peut y avoir peut-être des changements émotionnels. On en a parlé un petit peu tantôt, mais on peut parler de tristesse profonde. Il y en a aussi qui peuvent passer par la colère, être un petit peu plus irritable. On a parlé aussi tantôt du sentiment de culpabilité. Ça aussi, c'est des choses qui sont observables dans une communauté ou chez une personne. Il peut aussi avoir des changements de comportement, peut-être. On peut parler d'isolement social. Fait que des gens qui vont peut-être plus rester chez eux, moins sortir. Il peut y avoir des changements dans les habitudes quotidiennes. Il y a des gens qui vont peut-être avoir dans le sens qu'ils vont modifier leur habitude de sommeil, d'alimentation, même d'hygiène personnelle. On peut avoir une difficulté à se concentrer. Des changements physiques aussi, on peut ressentir
des maux de tête, des douleurs corporelles, euh, des troubles gastro-intestinaux là, sans cause le médicale apparente. On peut peut-être aussi avoir des fatigues accrues. Madeleine, c'est un isolement, effectivement. On peut aussi, quand on change notre comportement, peut-être le langage du deuil aussi. On peut avoir des discussions un petit peu plus fréquentes sur les pertes, sur l'expression du sentiment de vide ou de désespoir. On peut essayer de trouver un sens ici, donner un sens à la perte dans notre discours. Cette question-là, c'est peut-être juste aussi pour voir qu'on réagit tous un peu différent aussi à des pertes. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir. Puis aussi, les communautés là, réagissent souvent au deuil, peut-être par des rituels comme des funérailles, des veillées, des commémorations. Puis ça fournit un cadre là, pour exprimer la douleur, pour honorer la mémoire des gens, des pertes. Puis on va, on va, on va revenir là-dessus, mais ces rituels, là, ça joue un rôle crucial là, dans le processus de guérison. Ça aide les individus à se sentir soutenus et connectés là, à un groupe un peu plus large. Euh, Aussi, c'est ça, ça va varier de culture en culture, comme par exemple, il y a des gens qui vont porter des vêtements noirs euh, ou des vêtements blancs en signe de deuil, comme par exemple le noir, il est souvent porté dans les cultures occidentales, tandis que le blanc peut être utilisé là, dans certaines cultures asiatiques. Donc, c'est un peu ça la question, je pense, c'est d'avoir la réflexion qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre son deuil, puis que le deuil, c'est une expérience profondément personnelle et unique, puis que chacun le traverse là, selon ses propres émotions, croyances ou circonstances. Donc, c'est quoi les manifestations du deuil et de la perte? On vient d'en nommer quand même quelques-unes, mais ça peut être aussi des pensées, des sentiments persistants à propos d'une perte, des sentiments de profonde tristesse, de chagrin, de lourdeur dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, des sentiments de colère, de trahison ou même du ressentiment, un retour continu à la situation de perte ou l'impression que le temps s'est arrêté au moment de la perte. Il y a un désir de s'isoler, là, comme ça a été nommé, se déconnecter. Maintenant, on peut voir avec Rima le processus de guérison. Merci Sarah Chan. Est-ce que juste tu peux me dire si on m'entend, s'il te Oui, on plaît? t'entend. Parfait, super. Donc, je m'excuse des problèmes techniques que j'ai eu au début, mais je suis contente que ça marche maintenant. On va parler un peu du processus de guérison. Donc, on a vu les étapes du deuil, on a vu comment ça se manifeste dans les communautés. Maintenant, comment ce deuil-là guérit, entre guillemets. Il faut savoir que c'est un processus, ça veut dire que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est tout un cheminement. Il y a des points communs entre les gens, entre les communautés, mais aussi c'est un processus qui peut être différent d'une personne à une autre, même au sein d'une même famille. On peut voir que chacun de nous va vivre cette guérison d'une manière différente et aussi à des rythmes différents. De manière générale, on peut relever certaines choses qui font partie de ce processus de guérison. Tout d'abord, on peut parler de reconnaissance émotionnelle de la perte, donc reconnaître qu'on a réellement vécu une perte et tout ce que ça engendre comme sentiment. Euh, et à travers ça, on peut commencer à faire le travail d'acceptation, d'accepter la réalité. Au début, on peut être en déni, mais petit à petit, on peut faire face à la réalité et accepter justement que cette perte-là a été réelle et par la suite commencer à cheminer vers la résolution du deuil. On peut voir aussi à travers les années de vie d'une personne que plus la personne elle est confrontée à des pertes souvent ou moins souvent, plus elle a tendance à mieux apprendre, à mieux vivre avec ces sentiments-là. Et ça peut augmenter aussi la capacité à les accepter et à les vivre. On peut voir aussi que les personnes peuvent se tourner vers l'avenir. Donc, une fois que
Ils ont accepté que la perte, elle est là, elle est réelle, elle est vécue et que c'est inévitable, on ne peut plus retourner en arrière. Les personnes pourraient avoir tendance à se tourner vers l'avenir. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les actions concrètes que je peux faire pour justement planifier des activités malgré la douleur, ne pas faire abstraction de ce qu'on ressent, mais plus apprendre à vivre avec ce qu'on ressent et vouloir toujours avancer, créer des choses dans le futur, des activités ou même des rassemblements sociaux. Voir aussi qu'est-ce qu'on peut amener comme différence ou bien des changements pratiques dans notre quotidien qui permettent de mieux structurer ce qu'on vit et permettre aussi à passer au travers de ces sentiments-là qui sont engendrés par la perte et le deuil. Et finalement, les gens peuvent aussi établir des liens, partager avec d'autres personnes leur expérience. Ça permet de créer une sorte de sentiment de communauté. Maintenant, on va voir plus en détail des exemples de comment on peut arriver à cette guérison-là. Donc, tout d'abord, il faut savoir que plus on reconnaît plus on reconnaît au niveau émotionnel la perte et le deuil, mieux on le vit. Ça passe au début par le fait d'écouter les autres et honorer ce qu'ils ont vécu et les expériences qu'ils sont en train de partager. Plus on met de l'importance sur ce que la personne vit, peu importe la nature de la perte, on a déjà vu qu'il y a plusieurs sortes de pertes. On ne parle pas juste de mort quand on parle de perte et de deuil. Donc, plus on ne banalise pas le vécu des gens et aussi notre vécu personnel, mieux on peut dépasser ou cheminer vers la guérison. Il y a des communautés aussi qui rassemblent ou bien qui présentent, qui créent soit des récits, soit des danses, des musiques, des œuvres d'art qui expriment justement ces émotions-là qui sont vécues par tout le monde. C'est très important de valider à quel point la perte, elle est importante et elle peut être très, très douloureuse. Et ce, encore une fois, peu importe la cause et peu importe la nature de la perte. Il faut toujours encourager les autres à prendre du temps, à prendre le temps pour guérir, d'absorber, de faire ce travail d'acceptation dont on a parlé plus tôt et de vivre cette expérience d'une manière plus douce, ne pas forcer les choses, toutes les formes de pression que parfois les gens peuvent nous mettre, c'est sûr que ça ne peut pas faire avancer les choses malheureusement, chacun a son rythme et les deuils, c'est des moments difficiles qu'il faut prendre le temps justement pour les dépasser. Il y a des gens aussi qui aiment faire appel à des leaders spirituels ou culturels ou toute personne de confiance qui les entoure. Il y a aussi les amis et les proches qui peuvent être très, très importants dans l'accompagnement des gens endeuillés. Comment on peut tourner notre regard maintenant vers l'avenir? On a dit qu'à un moment donné, on a accepté ce qu'on a vécu et on est prêt ou on est prêt à commencer à envisager, disons, de planifier des choses, soit des activités ou autres, dans l'avenir. Donc déjà, il faut encourager les gestes d'auto-soin. C'est quoi les gestes d'auto-soin? C'est toute forme d'activité qui peut faire du bien à la personne. Par exemple, il y a des gens qui aiment faire de la peinture, il y a des gens qui aiment faire de la cuisine, il y a des gens qui aiment faire du sport, il y a des gens qui aiment juste écrire des poèmes qui expriment ce qu'ils ont vécu. Et aussi des routines quotidiennes, donc peut-être établir un cycle de sommeil régulier, des moments de repas réguliers, etc. Aussi, ça passe par le fait de planifier des activités simples et le mieux, c'est quand c'est soutenu. Par exemple, planifier une marche avec une amie chaque samedi matin. Ça peut aussi faire sentir à la personne qu'elle est capable de continuer à vivre malgré la perte qu'elle a vécue.
Il y a aussi un point très important, c'est d'encourager les gens à faire les démarches pour obtenir un soutien, que ce soit un soutien financier, que ce soit un soutien émotionnel, que ce soit, par exemple, dans le cadre d'un sinistre, avoir un plan au niveau de la santé ou bien des moyens de répondre aux besoins essentiels. Tout cela peut aussi faire en sorte que la personne puisse continuer et aller de l'avant. On a parlé tantôt un peu de certains ajustements pratiques, disons, en lien avec la perte qu'on peut faire dans notre quotidien. À quoi ça ressemble concrètement? Déjà, de se permettre de s'accorder plus de temps pour accomplir les tâches. Une personne qui vit une perte, une personne qui est endeuillée, elle peut sentir qu'elle est un peu au ralenti ou bien qu'elle n'arrive pas trop à se concentrer sur des choses qu'elle faisait normalement d'une certaine manière, avec un certain rythme. Donc, juste d'accepter que la personne, elle n'est pas disponible émotionnelle en ce moment et qu'elle aurait peut-être besoin de plus de temps. S'autoriser, par exemple, à prendre des journées de vacances si le travail le permet, pour justement prendre le temps. C'est très important dans les pertes et dans les deuils. Le mot-clé, c'est prendre le temps. Il y a aussi la participation à des activités sociales et communautaires, que ce soit en lien ou pas avec la perte, peut être un ajustement très, très bénéfique au niveau du quotidien. Et on parle de démarches de résolution de problèmes axées sur l'action. Donc, tout ce qu'on vient de dire, des actions qu'on peut faire au lieu de rester chez soi avec sa douleur. Au moment où on se sent prêt, on peut commencer à envisager des activités, des rassemblements sociaux ou n'importe quelle démarche qui peut nous faire du bien. C'est bon, on a vu tout ce qu'on peut faire au niveau individuel. Maintenant, c'est important aussi de noter quelques ressources qui peuvent être utiles en cas de deuil. On a mis, Sarah Chan et moi, on a mis 3 références qu'on a trouvées, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Donc, on cite InfoDeuil, Lumivie, qui est un organisme d'accompagnement du deuil, et aussi un autre organisme qui s'appelle Empreinte. Donc, on vous invite à aller voir les sites web et peut-être les conseiller à un ami ou à un proche qui vit une situation de deuil. Donc finalement, après toutes ces idées ou bien ces liens, ces concepts en lien avec le processus de guérison, on aimerait vous poser une question si vous voulez bien nous partager vos idées dans la zone de clavardage. Donc comment votre communauté, soutient-elle les personnes profondément touchées par une perte? On va vous citer quelques exemples juste pour pousser la réflexion et vous pourriez après peut-être continuer à réfléchir de votre côté. Dans certaines communautés, par exemple, les rituels de funérailles et de condoléances sont très importants pour les individus. Le fait de se rassembler avec des gens qu'on aime bien ou juste des connaissances peut faire en sorte que la personne se sent soutenue par sa communauté. Il y a aussi des groupes de parole, par exemple, plus professionnels, disons. On cite par exemple des groupes de parole pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur famille qui est décédé par le suicide. On a d'autres formes de soutien, par exemple dans certaines communautés religieuses, dans certaines communautés au niveau culturel. Il y a des choses aussi qui se font dans les lieux de travail, par exemple le soutien des collègues. Est-ce que dans la famille, il y a des gens aussi qui viennent rendre visite à d'autres personnes qui sont endeuillées, ou bien est-ce que le gouvernement accorde certaines prestations en cas de grosses pertes, etc. Donc, on vous lance cette question-là et on vous invite à y penser de votre côté. Et j'invite Sarah Chan à prendre le relais pour clôturer notre webinaire.
Merci, Rima. Euh, Comme on l'a mentionné, là, on peut finir avec quelques réflexions, mais comme on l'a mentionné, là, la perte et le deuil, c'est des aspects naturels, inévitables de la vie, sont profondément intégrés au cycle de l'existence humaine et chaque personne peut le vivre à sa manière. Donc, au cours des premières étapes de la perte et du deuil, chaque jour peut engendrer plusieurs prises de conscience, peut-être douloureux en raison de la perte. Au début, du deuil, la prise de conscience de la perte peut se produire aussi plusieurs fois par jour. Ça peut inclure des moments de réalisation brusques et douloureux là, que le défunt est pas vraiment parti. Donc, comme le nommait Rima, peut-être qu'on peut rentrer dans une phase de déni, ce qui est normal. Euh, Puis parce que quand l'être humain est choqué, là, c'est ça, il peut faire du déni, puis c'est une réaction là, qui est face au deuil. Le choc initial aussi peut se produire à différents moments lorsque la réalité de la perte devient de plus en plus claire ou se manifeste de nouvelles façons aussi. Puis le processus de guérison, là, ça implique souvent, comme le dit Rima, une acceptation progressive de la réalité de la perte qui peut prendre du temps puis qui varie d'une personne à l'autre. Donc, les pertes ambiguës entraînent de profondes répercussions chez les personnes, les communautés, puis peuvent se transmettre là, d'une génération à l'autre. Donc, encore une fois, comme on l'a mentionné, le processus du deuil est compliqué par l'ambiguïté car il est difficile de clore une perte qui n'est pas claire ou qui n'est pas résolue. Fait que cette difficulté-là à faire le deuil là, peut prolonger la douleur et peut-être même l'empêcher d'être, disons, traité de manière adéquate. Quand on parle de profondes répercussions chez les personnes et les communautés, on peut penser aux impacts sur les relations et la communauté. Par exemple, dans une famille, une perte ambiguë, là, ça peut peut-être venir créer des tensions, des malentendus. Les membres de la famille peuvent avoir des perceptions différentes de la perte, qui peut conduire justement à des conflits, peut-être même des ruptures de communication. Les pertes ambiguës aussi peuvent aussi venir isoler les individus et les communautés parce que malheureusement, elles ne sont pas toujours reconnues ou même comprises par le reste de la société. Ça peut s'expliquer là, par la nature complexe de la perte ambiguë et aux normes sociales là, qui encadrent la manière dont le deuil est, disons, habituellement vécu et exprimé. Par exemple, là, certaines pertes ambiguës, comme celles liées à la santé mentale, à la consommation, la disparition d'une personne, peuvent venir peut-être entourer certains tabous, certaines incompréhensions. Ça devient un sujet difficile ou peut-être mal compris qui peut qu'on tend à peut-être éviter dans des discussions sociales, ce qui fait que ça laisse les personnes touchées sans le soutien et sans la reconnaissance dont elles ont besoin. Donc, ça peut venir aggraver justement le sentiment de solitude et d'incompréhension des familles ou des individus. En gros, là, c'est un phénomène complexe où le deuil collectif, souvent silencieux et non exprimé, devient comme une charge pour les familles et les communautés qui, eux, là, le portent de manière continue. Parfois, la perte subie peut ne pas être évoquée, simplement ressentie ou portée par les familles et les communautés. Quand on parle de transmission d'une génération à l'autre, c'est que l'incertitude et l'ambiguïté associées à ces pertes peuvent être transmises aux générations futures. Les générations futures peuvent peut-être ressentir une instabilité émotionnelle ou des sentiments d'insécurité sans vraiment en connaître la cause. Les enfants qui grandissent dans des familles marquées par une perte ambiguë peuvent avoir du mal à former leur propre identité parce qu'ils sont influencés là, par des histoires de famille non résolues ou incomprises. Aussi, dans une communauté où des groupes ont subi des pertes ambiguës, là, exemple, comme on a nommé tout à l'heure, en cas de guerre ou en cas d'oppression, ben, ces expériences-là peuvent venir influencer l'identité collective. Fait que les générations suivantes peuvent hériter d'un sentiment de perte collective, même si elles n'ont pas été affectées là, par l'événement initial. Ça peut influencer leur sentiment d'appartenance, leur résilience, leur engagement envers la mémoire collective. Pour briser là, le cycle de la transition intergénérationnelle, là, ça demande un engagement profond envers la guérison face aux communautés puis aux individus. Il est essentiel que les pertes ambiguës soient reconnues et validées.
Puis ça inclut aussi la reconnaissance de l'incertitude puis de la douleur qu'elles peuvent provoquer. En reconnaissant ces pertes, en travaillant la douleur et en favorisant des relations familiales saines et résilientes, il est possible de créer un héritage de guérison puis de force pour les générations. Donc, la guérison passe par la recherche de moyens d'honorer et de vivre ce sentiment et cette expérience avec notre communauté dans le respect de nos pratiques culturelles. Donc, comme Rima l'a nommé tout à l'heure, on peut parler de cercle de parole, on peut parler de groupe de soutien, ça va inclure aussi des cérémonies, des rituels, des journées ou des événements commémoratifs et groupes de marche et d'autres activités. Autre réflexion, lorsqu'on traverse une perte significative, demander de l'aide devient une démarche essentielle pour bien naviguer, disons, le processus de deuil. Les relations sociales jouent un rôle fondamental dans ce processus-là, parce que les relations sociales offrent non seulement un soutien émotionnel, mais aussi une structure qui peut permettre de mieux gérer la douleur et commencer à se reconstruire. Donc, petit lien avec la COVID-19, parce que la COVID, ça a comme introduit, disons, une nouvelle dimension dans l'expérience de la perte et du deuil, qui est marquée par une convergence mondiale et des pertes atypiques. On peut dire que peut-être que pour la première fois dans l'histoire moderne, presque toute l'humanité a été confrontée simultanément à des pertes similaires. Donc, on peut parler de perte de vie humaine, perte d'emploi, perte de liberté de mouvement, des pertes de connexion sociale. Cette convergence est venue comme intensifier le sentiment d'appartenance à une communauté globale. Et de l'autre côté, c'est peut-être venu aussi exacerber la douleur liée à l'impossibilité de vivre un deuil de manière, disons, traditionnelle. Ce phénomène, la COVID-19 a créé un deuil collectif global qui est venu renforcer l'idée que le deuil, c'est une expérience universelle. Aussi, les pertes vécues pendant la pandémie ont souvent été atypiques, non seulement en raison de la nature un peu soudaine et imprévisible, mais aussi parce qu'elles ont souvent concerné des aspects de la vie qui sont habituellement pas associés au processus de deuil, comme par exemple, on a perdu un petit peu notre routine quotidienne, peut-être qu'il y en a qui ont perdu leur sentiment de liberté, on a perdu aussi notre sécurité financière et puis même la capacité de pouvoir planifier l'avenir. Puis tout ça a engendré des formes de deuil disons, un peu moins conventionnelles. Donc, la pandémie de la COVID-19 a illustré comment la perte et le deuil, bien qu'universels, peuvent être vécus de manière atypique et à une échelle mondiale. Les relations sociales, même à distance, ont été essentielles, je crois, pour naviguer justement ces pertes. Mais a également souligné l'importance de l'adaptation puis de la résilience dans des moments de crise mondiale. En conclusion, les expériences de perte, ça l'aide à développer des compétences d'adaptation et de résilience qui sont essentielles pour justement venir naviguer les défis de la vie. Puis le fait de traverser des pertes significatives telles que décès d'un proche ou perte d'emploi, ça permet à l'individu de mieux comprendre la fragilité de l'existence puis de donner un petit peu plus de valeur aux relations et aux expériences vécues. Et on aimerait finir aussi avec une dernière question. Ça serait peut-être plus à titre de réflexion, cette question-là, mais n'hésitez pas à écrire dans le chat, sentez-vous bien à l'aise. Mais on pourrait finir sur cette question. Donc, quels sont les facteurs qui vous ont aidé, vous et votre communauté, à guérir d'expériences accablantes de deuil ou de perte? Sinon, merci d'avoir assisté à la présentation d'aujourd'hui. Sonia, je te laisserai le mot de la fin. Parfait.
Donc, merci pour cette présentation très intéressante. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour le prochain webinaire qui aura lieu le 29 août de 10h à 11h30. Donc, vous pouvez utiliser les codes QR à l'écran pour vous y inscrire ainsi qu'au prochain événement. Donc, passons maintenant à la séance de questions. Comme il est 45, je crois que nous avons le temps de répondre à 3 questions. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, c'est le temps. Donc, merci beaucoup à tous de votre participation et bonne fin de journée.